métallique des grues se mêle à l'écho des sirènes. Dans le port d'Anvers, les conteneurs sont empilés tels des géants endormis, chacun portant un mystère. Parmi eux, un titre défile sur les écrans du monde entier. La capitale du cacao est devenue la capitale de la cocaïne. Personne n'aurait pu l'imaginer il y a seulement 10 ans. La Belgique, petit pays symbole de précision logistique, de neutralité et de pragmatisme européen, est aujourd'hui l'épicentre d'un problème qui transcende les frontières. L'Europe est devenue la nouvelle destination du trafic mondial de drogue, et Anvers en est sa principale porte d'entrée. Partie 1. Comment la Belgique est devenue le nouveau centre du trafic de drogue. Pendant des décennies, le marché américain a été le plus gros consommateur de cocaïne de la planète. Mais quelque chose a changé. Les campagnes de santé publique, l'essor des opiacés synthétiques et la diversification des drogues sur le continent américain ont réduit la demande. Un kilo qui coûtait autrefois 28 000 $ à New York a commencé à perdre de l'attrait pour les cartels sud-américains. L'Europe, en revanche, offrait un produit irrésistible, un nouveau consommateur jeune et riche, avec des frontières ouvertes et une coordination policière limitée. Et un prix au kilo dépassant les 40 000 $. Le jeu en valait la chandelle. Le flux de cocaïne fut redirigé avec une précision chirurgicale. Depuis la Colombie, le Pérou ou la Bolivie, les cargaisons commencèrent à naviguer vers l'Atlantique, dissimulées parmi les fruits tropicaux, le bois ou le café. Elles ne faisaient plus escale à Miami ou Los Angeles, mais à Anvers, Rotterdam ou Hambourg. Mais c'est la Belgique qui offrait la combinaison parfaite d'efficacité et de vulnérabilité. Anvers, cœur logistique de l'Europe, fut pendant des siècles le joyau du commerce continental. Son port, relié à la mer du Nord par l'Escaute et au Rhin et à la Ruhr, est le deuxième plus grand d'Europe. De là, les marchandises peuvent atteindre l'Allemagne, la France ou la Suisse en quelques heures. Cette infrastructure, conçue pour accélérer le commerce mondial, devint involontairement le cadre idéal pour un nouveau type d'entreprise. Une entreprise exempte d'impôts et non comptabilisée dans les bilans. Les routes qui, pendant des siècles, transportaient le cacao, les diamants et les produits chimiques, se sont transformées en un trafic de cocaïne d'une précision quasi industrielle. Les conteneurs, marqués de codes secrets, ont échappé aux mailles du filet parmi des milliers de personnes. Le port, véritable labyrinthe d'acier et d'eau, est devenu impossible à contrôler totalement. Et tandis que les autorités tentaient de s'adapter, les groupes criminels ont pris les devants. Le pouvoir du trafic de drogue ne se limitait plus aux montagnes colombiennes. Il s'était étendu aux rues pavées d'Europe du Nord. Et au cœur de cette nouvelle structure criminelle, un nom commença à résonner haut et fort, la mafia Mokro. Un réseau d'origine néerlandaise, composé principalement de jeunes descendants d'immigrés marocains, qui s'était développé dans les banlieues d'Amsterdam et de Rotterdam. Son expansion fut fulgurante. La mafia Mokro avait compris quelque chose que les anciens cartels ignoraient. Le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans les armes ou la jungle, mais dans la maîtrise logistique et numérique. Les nouveaux trafiquants de drogue ne traversaient pas les océans. Ils transportèrent des informations, des pots de vin et des contacts. Lorsque la pression policière s'est intensifiée aux Pays-Bas, nombre d'entre eux ont franchi la frontière pour se rendre en Belgique. Ils y ont trouvé un terrain fertile, des lois moins strictes, une coordination judiciaire limitée et un port qui traitait plus de 230 millions de tonnes par an. Anvers devint la nouvelle donne. Les anciennes, petites et discrètes organisations belges furent absorbées par des réseaux plus vastes, mêlant des origines néerlandaises, nord-africaines, albanaises et latino-américaines. Chaque groupe contrôlait un maillon de la chaîne, du transport maritime à l'extraction de poudre blanche des conteneurs lors des froides nuits du port. Certains dockers gagnaient en une nuit ce qu'ils auraient gagné en une année de travail légal. Le phénomène s'est rapidement infiltré dans la vie quotidienne. La ville, fière de sa propreté et de son ordre, a commencé à entendre, de temps à autre, une explosion lointaine. Une explosion dans un garage, une moto en feu devant une maison, une voiture garée qui ne bougerait plus jamais. C'étaient pas des signes, des avertissements entre clans, des messages codés pour ceux qui osaient remettre en question le nouvel équilibre. Les cartels latino-américains ont vu en Anvers ce qu'ils avaient vu autrefois à Miami, une plaque tournante idéale pour la redistribution de la drogue sur tout un continent. De là, la marchandise se répand en Allemagne, en France, en Italie et en Scandinavie. Les canaux et autoroutes belges sont devenus les artères invisibles du trafic mondial de drogue. Chaque conteneur intercepté ne révèle qu'une fraction du flux réel. Pour chaque tonne saisie, on estime que 9 tonnes supplémentaires atteignent leur destination. Le gouvernement belge, surpris par la rapidité du phénomène, a réagi tardivement. Pendant des années, les saisies ont connu une croissance exponentielle, d'environ 50 tonnes
en 2017 à plus de 120 tonnes en 2023. Mais ce succès apparent masquait un problème plus grave. Plus les saisies étaient nombreuses, plus les arrivages étaient importants. Le port ne pouvait être ni fermé ni ralenti, car il est l'un des moteurs économiques du pays. L'économie dépendait des mêmes infrastructures qui alimentaient désormais la criminalité. La Belgique devint un paradoxe. Un État moderne, doté d'un niveau de vie élevé et d'une présence diplomatique internationale, était confronté à un problème typiquement latino-américain, l'infiltration du trafic de drogue dans l'économie formelle. Les grandes entreprises de logistique, les banques et même les compagnies d'assurance commencèrent à être scrutées pour déceler d'éventuels liens indirects avec l'argent illicite. Le blanchiment d'argent se dissimulait derrière des milliers d'opérations légales. La situation prit une dimension internationale. La DEA américaine et Europol commencèrent à opérer conjointement, traquant les itinéraires reliant Anvers au port du Brésil, de l'Équateur et du Panama. Des liens furent découverts entre des clans belges et des cartels comme ceux des Balkans et de Sinaloa. La mondialisation du crime était totale. En fin de compte, l'essor du trafic de drogue en Belgique n'était pas un hasard. C'était la conséquence inévitable d'un système privilégiant l'efficacité économique à la sécurité. Les contrôles portuaires étaient conçus pour détecter les fraudes douanières, et non les tonnes de cocaïne. La police locale manquait de ressources et de coordination pour affronter des réseaux transnationaux dotés de capacités technologiques et financières supérieures. Pendant ce temps, la société belge observait avec stupeur le pays le plus bureaucratique d'Europe devenir un pôle d'attraction pour la criminalité. Les descentes se multipliaient, les signalements s'accumulaient, mais le flux ne s'arrêtait pas. La géographie qui faisait autrefois de la Belgique un pont commercial en devenait désormais son talon d'Achille. L'histoire d'Anvers, de sa splendeur de la Renaissance à son rôle actuel d'épicentre du trafic de drogue, symbolise la transformation du commerce mondial en outil de criminalité. Ce qui constituait autrefois des atouts, sa situation stratégique, sa neutralité politique et son système ouvert, est devenu une faiblesse structurelle. Ainsi, sous les lumières du port, au milieu du murmure constant des conteneurs et des navires, la Belgique semble confrontée à une nouvelle réalité, celle d'être le cœur empoisonné de l'Europe. Une nation qui transporte non seulement des marchandises, mais aussi le reflet le plus sombre de la mondialisation. Des caméras aériennes survolent Anvers. Les navires s'alignent comme des pièces d'échecs, les gyrophares bleus de la police scintillent dans le reflet de l'Escaut. À l'horizon, une question se profile qui façonnera le reste de l'histoire. Un pays fondé sur le commerce, peut-il survivre lorsque le commerce devient son ennemi ? N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. C'est parti ! Partie 2. Anvers sous le feu. La nouvelle guerre invisible. Les rues d'Anvers paraissent paisibles, mais sous ce calme, une guerre invisible fait rage. Ces dernières années, la Belgique, autrefois marginale dans la lutte contre le trafic de drogue, est devenue un pays en état de siège permanent. Explosions, fusillades, menaces, règlements de comptes. En 2023, plus de 200 explosions liées au crime organisé ont été recensées. Tous les 5 jours, une explosion secouait un quartier de la ville. Le bruit des sirènes fait désormais partie intégrante du paysage. Les gros titres ne sont plus surprenants. Nouvelle explosion à Merksem, voiture à pompe à Deurne, attaque avec grenade à Borgerhout. Ce qui a commencé comme des affrontements occasionnels pour le contrôle du fret au port a dégénéré en une guerre de territoire qui s'étend aux banlieues. Chaque attaque est porteuse d'un message, d'un avertissement, d'une démonstration de force. Il ne s'agit pas d'attaques visant à tuer, mais plutôt de nous rappeler qui commande. Merksem, au nord de la ville, est l'un des épicentres de la peur. Dans ces rues résidentielles, les façades portent les marques d'explosifs artisanaux posés la nuit. Des caméras de sécurité filment des silhouettes encapuchonnées qui s'approchent, plaçant l'engin et disparaissent en quelques secondes. Les habitants vivent dans une tension constante. Certains ont installé des barreaux renforcés, d'autres dorment la lumière allumée. La peur est devenue d'une routine. Borgerhout, autre quartier historiquement ouvrier, est passé du statut de symbole de diversité à celui de champ de bataille. Là, les jeunes nés en Belgique, dont beaucoup sont issus de familles marocaines ou turques, se retrouvent désormais pris entre la marginalisation et la tentation de l'argent facile. La criminalité ne vient plus de l'extérieur, elle se crée de l'intérieur. Ce sont des jeunes du quartier, à l'accent flamand, qui naviguent sur WhatsApp et Telegram, qui connaissent le port et qui paient le prix fort pour une clé USB avec l'emplacement d'un conteneur. Voici le profil du nouveau criminel belge. Il n'a pas besoin de se rendre en Amérique du Sud ni de s'engager dans des affrontements sanglants.
Son champ de bataille est numérique et logistique. Il sait que chaque conteneur intercepté représente des centaines de milliers d'euros de pertes pour un clan, et chaque conteneur qu'il parvient à libérer, une fortune immédiate. Le trafic de drogue ne nécessite plus de grandes structures militaires. Il a besoin d'initiés, d'experts informatiques et de dockers prêts à fermer les yeux. À l'intérieur du port, la guerre prend une autre forme. Pêcheurs de nuit. Ils opèrent en silence. Ils savent quels conteneurs transportent de la drogue, et avant même l'arrivée des contrôles douaniers, ils s'infiltrent pour les récupérer. Parfois, ils entrent avec de faux uniformes, d'autres fois avec des papiers d'identité volés. En quelques minutes, ils ouvrent le conteneur, en retirent les colis et disparaissent dans les brumes de l'Escaut. Le lendemain, le conteneur est enregistré comme vide, et personne ne pose trop de questions. Le problème est que beaucoup d'entre eux pêcheurs Hill travaillent à partir d'informations fuitées de l'intérieur. Dockers, douaniers, fonctionnaires portuaires et même policiers ont été soudoyés ou menacés. Les cartels opèrent avec une précision quasi militaire. Ils payent, intimident ou recrutent selon les circonstances. Dans un système bureaucratique fragmenté comme celui de la Belgique, où les pouvoirs sont répartis entre la Flandre, Bruxelles et le gouvernement fédéral, la coordination est dite minimale. Les clans le savent et exploitent en cette fracture institutionnelle. La police fédérale belge reconnaît son impuissance. Elle manque d'agents spécialisés, de traducteurs, d'analystes et de technologies. Les forces locales sont incapables d'enquêter sur les crimes impliquant des réseaux internationaux. Des procureurs surchargés mettent des mois à traiter des affaires que les criminels résolvent en quelques heures. La Belgique est devenue un laboratoire criminel moderne, un pays où les lois progressent à la vitesse administrative et les trafiquants de drogue à la vitesse numérique. Mais le trafic de drogue ne s'est pas seulement infiltré dans les ports et les quartiers. Il a également commencé à toucher des institutions auparavant impensables. L'affaire du kickboxer Jamal Ben Sadiq a marqué un tournant. Idole sportive et symbole de la communauté marocaine en Belgique, il était accusé de liens avec la mafia marocaine et d'avoir financé des activités criminelles. Sa chute a révélé à quel point les réseaux de trafic de drogue étaient imbriqués dans la culture populaire, le sport et le divertissement. Ce qui était autrefois des mondes séparés fusionne désormais. L'impact social est profond. Les écoles proches du port signalent une augmentation du décrochage scolaire et du recrutement de jeunes par les réseaux criminels. Les jeunes qui rêvaient autrefois de travailler dans la logistique ou le commerce international voient désormais le trafic de drogue comme un raccourci vers le luxe et le respect. Les réseaux sociaux amplifient cette image. Voitures de sport, montres de luxe, argent facile. Le crime est devenu une aspiration esthétique. Pendant ce temps, les attaques se rapprochent des institutions. En 2022, la Belgique a appris une nouvelle qui a secoué le pays. Un groupe criminel prévoyait d'enlever le ministre de la Justice, Vincent van Quickenborne. Le plan incluait surveillance, logistique et armes. La police a déjoué le plan à temps, mais le message était clair. L'État était directement mis en cause. Si les trafiquants de drogue osent cibler le ministre, que leur reste-t-il hors de portée ? La réaction du gouvernement fut immédiate. Renforcement de la sécurité, protection renforcée des fonctionnaires et discours solennels au Parlement. Mais derrière les belles paroles, la réalité était tout autre. La Belgique faisait face à un ennemi qu'elle ne pouvait ni bombarder ni expulser. Un ennemi qui parlait ses langues, vivait dans ses quartiers et connaissait les moindres recoins de sa bureaucratie. La violence a pris une forme symbolique. Les explosions ne visent pas tant à éliminer des rivaux qu'à manifester leur présence. Chaque bombe, chaque attentat est un signal adressé à la concurrence et aux autorités. On est là, on contrôle la situation. C'est la violence du pouvoir plutôt que le chaos. À Anvers, la police estime que nombre des attentats récents ne sont même pas liés à des saisies de drogue, mais plutôt à des conflits de paiement, de réputation ou de trahisons internes. Les médias belges commencent à parler d'une colombianisation de l'Europe du Nord. Les comparaisons avec Medellín des années 1980 sont inévitables, même si le modèle est différent. Au lieu de tueurs à gages en plein jour, la Belgique est confrontée à des attaques chirurgicales, des explosifs improvisés et une corruption silencieuse. Le crime n'a pas besoin de s'emparer du pouvoir. Il s'infiltre simplement dans les rouages du système. Le tissu urbain d'Anvers souffre. Les commerçants ont peur d'ouvrir le soir. Les parents ne laissent pas leurs enfants sortir. Les quartiers sont sillonnés par la police en gilet pare-balles. Ce qui fut pendant des décennies une ville prospère et commerçante internationale est aujourd'hui une terre où la peur cohabite avec la routine. L'État tente de reprendre le contrôle, mais la perception publique est claire. La Belgique n'était pas préparée. Ni ses institutions, ni sa société n'imaginaient que le crime organisé
puisse s'implanter en son sein. Le pays qui abrite le siège de l'Union européenne et de l'OTAN, symbole d'ordre et de l'égalité, se retrouve pris au piège d'une guerre que personne n'a officiellement déclarée. Les images nocturnes d'Anvers reflètent cette dualité. Rues désertes, lumières clignotantes, voitures de patrouille traversant les ponts. En arrière-plan, le murmure des navires qui continuent d'arriver, chargés de marchandises légales et de poudre illégale. Chaque conteneur qui arrive peut être un trophée ou une menace. Et à mesure que les gros titres se multiplient, la question devient plus urgente. Une démocratie peut-elle faire face à un crime qu'elle n'a pas besoin de vaincre, mais plutôt d'infiltrer ? Le dernier plan se concentre sur une rue calme, à peine éclairée par un lampadaire. Au loin, l'écho d'une sirène brise le silence. À l'écran, une phrase résume la nouvelle réalité belge. Une attaque tous les 5 jours. Au fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. J'adore lire. À la vidéo. Partie 3. Le narcostat que personne ne veut nommer. Comment la Belgique se bat contre elle-même. À Anvers, l'aube est d'une beauté trompeuse. Le brouillard enveloppe le port, les navires voguent comme si de rien n'était, et les dockers reprennent leur routine. Mais sous cette normalité se cache une plaie ouverte. La Belgique, cœur politique de l'Europe, mène une bataille qu'elle n'ose nommer. Les autorités évitent le terme narco-État. Mais chaque nouveau rapport, chaque opération ratée rapproche le pays de cette définition. L'ennemi n'est plus seulement extérieur, il est intérieur. Dans les bureaux, devant les tribunaux, sur les quais. Les agents portuaires qui, pour quelques milliers d'euros, libèrent le mauvais conteneur. Les avocats qui divulguent des informations confidentielles à leurs clients avant les perquisitions. Les agents qui perdent des dossiers ou informent des suspects. En Belgique, la corruption ne se manifeste pas par de grands scandales publics, mais par une érosion lente et constante. Un filet d'eau qui transperce l'État de l'intérieur. Des enquêtes internes ont révélé des dizaines de cas d'employés portuaires corrompus par des réseaux criminels. Certains ont reçu de l'argent liquide, d'autres des faveurs. D'autres encore ont reçu des montres de luxe, des congés payés ou le silence sur une vie parallèle. Le crime n'a plus besoin de corrompre tout le monde. Il suffit de corrompre quelques individus bien placés. Un mot de passe, une fuite de plaques d'immatriculation, un simple appel téléphonique peuvent faire disparaître des millions d'euros de drogue. Et c'est précisément cette sophistication qui a conduit de nombreux analystes à parler du modèle belge du trafic de drogue. Il n'y a pas de cartel armé patrouillant dans les rues, ni de territoire très contrôlé par des gangs. Ce qui existe, et c'est plus subtil, un réseau d'intérêts, de pots de vin et de silence, qui s'étend du port aux tribunaux. La Belgique n'est pas en proie à la violence ouverte, mais à l'infiltration bureaucratique. L'effet domino européen est inévitable. Anvers est le point d'entrée. Mais la cocaïne qui y arrive atterrit à Berlin, Paris, Rome ou Stockholm. Les clans belges collaborent avec les mafias albanaises, italiennes et scandinaves. Les itinéraires du trafic de drogue sont les mêmes que ceux des marchandises légales. Autoroutes, trains, fleuves. La drogue voyage aux côtés des produits dont l'Europe a besoin pour survivre. C'est un reflet pervers de l'économie moderne. Plus le commerce est efficace, plus le crime l'est aussi. Le paradoxe belge devient plus évident que jamais. Un pays divisé sur le plan linguistique, avec des gouvernements régionaux en désaccord, a besoin d'unité pour affronter un problème qui ignore les langues et les frontières. La Flandre et la Wallonie se disputent les responsabilités, tandis que les réseaux criminels opèrent donc sans entrave. À Bruxelles, les ministres échangent des discours. À Anvers, les clans s'échangent des sommes colossales. La fragmentation politique, toujours caractéristique de l'identité belge, est devenue sa principale faiblesse. Les réponses institutionnelles ont été lentes, mais pas inexistantes. Après des années de déni, le gouvernement fédéral a adopté de nouvelles lois sur la transparence portuaire et a investi dans des technologies de détection. Des scanners de pointe, capables d'inspecter les conteneurs en quelques secondes, ont été installés et des unités conjointes ont été déployées avec le soutien de la DEA et d'Europol. Pour la première fois, la Belgique coordonne directement des opérations internationales de lutte contre la drogue. En 2024, une opération conjointe des polices belges, néerlandaises et espagnoles a permis d'intercepter 12 tonnes de cocaïne dissimulée dans une cargaison de bananes en provenance d'Équateur. Il s'agissait de la plus importante saisie de l'histoire du pays. Mais même cet exploit laissait un goût amer. Les enquêteurs estimaient que la quantité ne représentait que 10% de ce qui était réellement entré par le port ce mois-là. La Belgique avait gagné une bataille, mais elle était en train de perdre la guerre. Le système judiciaire, quant à lui, est confronté à un dilemme historique.
Les juges se plaignent du manque de ressources, de la lenteur des procédures et de la peur des témoins. Plusieurs procureurs ont reçu des menaces. Les prisons sont surpeuplées et les trafiquants de drogue de niveau intermédiaire sont souvent libérés avant d'avoir purgé leur peine. L'impunité partielle alimente l'idée que le crime rapporte non seulement de l'argent, mais aussi du temps. Pendant ce temps, le discours politique tente de contenir les atteintes à la réputation. Personne ne souhaite que la Belgique soit associée à la Colombie ou au Mexique. Les partis politiques évitent même d'utiliser le terme « narco-État », de peur que cette étiquette ne nuise aux investissements étrangers et à l'image de Bruxelles comme capitale européenne. Mais le silence ne résout pas le problème. Au contraire, il le normalise. Une question qui divise la société a surgi dans le débat public. La Belgique devrait-elle envisager la légalisation partielle de certaines drogues comme mesure de contrôle ? Ses partisans affirment que cela réduirait les profits du marché noir, réduirait la violence et permettrait un contrôle étatique. Ses opposants rétorquent que cela équivaudrait à une capitulation morale et que les trafiquants de drogue s'adapteraient, étendant leur activité à d'autres substances. Le dilemme n'est pas seulement politique, mais aussi éthique. Un pays peut-il lutter contre la corruption en légalisant sa cause ? Dans les quartiers touchés, les gens ne pensent pas aux choses abstraites, ils pensent à la sécurité. Dormir en sécurité, protéger leurs enfants du recrutement des réseaux sociaux. Les journalistes qui enquêtent sur le phénomène décrivent une population partagée entre indignation et résignation. Un pays qui n'a pas encore pleinement pris la mesure de ce à quoi il est confronté. Les autorités internationales observent la situation avec inquiétude. L'Union européenne considère Anvers comme un point d'entrée crucial pour le trafic de drogue sur tout le continent. Europol a averti que si la Belgique ne contrôlait pas son port, le modèle criminel s'étendrait à l'Allemagne, à la France et à la Scandinavie. Ce qui se passe à Anvers n'est pas un problème local. C'est un laboratoire pour l'avenir du crime organisé européen. Parallèlement, les élites économiques s'efforcent de protéger l'image du pays. Les chambres de commerce affirment que 99% des opérations portuaires sont légales et que la Belgique demeure un modèle d'efficacité et de fiabilité. Mais dans les coulisses du pouvoir, rares sont ceux qui osent nier que le trafic de drogue a pénétré les couches les plus profondes de la société. Personne ne veut le nommer, mais tout le monde le sait. Les sociologues parlent d'une perte d'innocence nationale. La Belgique, habituée à se considérer comme un pays ordonné, intermédiaire et civilisé, est confrontée à sa première crise identitaire majeure depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ennemi n'est plus extérieur ni visible. Il est intérieur, sophistiqué et se nourrit du système lui-même. Si cette histoire vous a choqué, ne vous arrêtez pas là. Ce qui se passe en Belgique n'est pas un cas isolé. C'est le reflet d'un continent qui commence à perdre le contrôle de ses ports, de ses frontières et de sa conscience. Si vous pensez que l'Europe doit affronter ce problème de front, sans euphémisme ni excuse, partagez cette vidéo pour que davantage de personnes comprennent les enjeux. Et si vous souhaitez continuer à explorer comment le pouvoir, l'économie et la criminalité s'entremêlent au cœur du monde moderne, abonnez-vous à Le Prisme Global. Ce qui arrive est encore plus inquiétant.